Si vous permettez, on va passer à la présentation suivante. Et donc, nous avons l'intervenant Dr Fathi Abdelli, donc maître assistant d'enseignement supérieur agricole, spécialiste en aménagement des bassins versants au milieu aride tunisien, Institut des régions arides de Médine. Il va nous présenter si Abdelli apporte des outils géospatiaux pour la gestion des ressources en eau et en sol en milieu semi-aride. À vous la parole, c'est Abdelli. Donc, merci de partager votre écran. C'est Abdelli. Oui, merci professeur pour cette introduction. C'est un plaisir de contribuer à ce webinaire sur la géomatique. Donc, je partage mon écran. Donc, je crois que c'est bon. Ouais, maintenant c'est bon. Donc, une autre fois, merci professeur. Oui, c'est parfait. Oui, c'est parfait, oui. Donc, très rapidement, vu le temps, je présenterai quelques exemples de l'apport des outils géospatiaux pour la gestion des ressources en eau et en sol au milieu aride tunisien. Donc, j'ai préparé 4 exemples, mais vu le temps alloué, donc je vais me contenter seulement de 2 exemples. Le premier, c'est l'apport des outils géospatiaux pour l'évaluation des impacts des aménagements CES au milieu aride, et le SIG pour la gestion des eaux pluviales et la réduction des risques d'inondation, surtout dans la ville de Merv comme exemple. Donc, je passe par, comme vous savez, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit mes chers collègues. Donc, dans les régions arides et même semi-arides et désertiques, la gestion durable des ressources naturelles, notamment de l'eau et du sol, est un challenge permanent. Donc, la recherche scientifique doit être fortement impliquée dans le programme de développement pour définir précisément les obstacles et surtout indiquer des pistes de solutions. Donc, comme outil d'aide à la décision, c'est les techniques géospatiales qui nous permettent d'apporter certaines solutions au manque et la rareté des données. Il nous offre des informations spatio-temporelles à différentes échelles, les images satellites, et des fonctions de traitement très variées. C'est l'apport de SIG. Donc, comme vous savez, la dégradation du milieu naturel est un phénomène très sérieux et est aggravé par les facteurs humains, les facteurs naturels, surtout avec les changements climatiques. Comme conséquence, c'est la détérioration des ressources en eau et la dégradation des ressources en sol qui représentent le support pour le développement et le développement. Conscient de cette problématique, la Tunisie a entamé des travaux de conservation des eaux et des sols renforcés par la mise en œuvre des stratégies nationales de conservation des eaux et des sols. Mais à la fin de ces stratégies, il est très important d'évaluer ou faire l'évaluation de la performance et des impacts des aménagements CES sur le bilan hydrologique au niveau des bassins versants. Donc, il est nécessaire de trouver un outil d'aide à la décision ou de créer un outil d'aide à la décision comme la modélisation hydrologique, les SIG, la télédétection pour répondre aux problèmes liés à la gestion des bassins versants au milieu aride. Donc, notre objectif général et de développer un outil d'aide à la décision pour l'aménagement des bassins versants en zone aride. Donc, l'objectif spécifique, c'est la détermination des différentes composantes du bilan hydrologique du bassin versant et aussi la simulation des impacts des scénarios d'aménagement.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais utiliser beaucoup le mot GESUR. Pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, le GESUR est une technique de gestion des eaux de ruissellement utilisée dans la zone montagneuse de Matmata au sud-est de la Tunisie, où la pluviométrie la pluviométrie moyenne annuelle est de l'ordre de 200 mm. Donc, le GESUR est composé d'un impluvium qui génère le ruissellement et une zone de culture pour le stockage de l'eau et des sédiments. Il est aussi équipé par une digue en terre qu'on appelle ici tabia, équipé aussi par un évacuateur qu'on appelle un Memphis. Bon, ce système, d'après des études antérieures, ce système permet de multiplier les ressources hydriques par 2,5. Donc, je passe directement au premier exemple, c'est l'évaluation des impacts des aménagements CES, c'est par l'adaptation et l'application du modèle SWOT. Donc, la problématique, c'est la version originale du modèle SWOT ne tient pas compte de la présence des aménagements du type GESUR et Tabia. Ce sont des techniques spécifiques pour la région de Matmata. Et le modèle, comme vous savez, c'est un modèle américain. Donc, notre objectif, c'est comment intégrer ces aménagements du type GESUR et Tabia dans le modèle SWOT. La méthodologie, bon, c'est clair qu'on a utilisé les cycles pour préparer les différentes cartes qui servent et la validation de ces cartes. Ces cartes, avec leur tableau de décodage préparé aussi par le ArcView, servent comme entrée pour le paramétrage et la configuration du modèle SWOT. Mais ici, le problème, c'est les techniques qui se trouvent dans la région. Comment l'intégrer dans le modèle SWOT? On a utilisé le code source, on a entré dans le code source et on a modifié ce code, on a modifié quelques subroutines pour intégrer ces techniques de collecte des eaux. Puis, après l'adaptation du modèle SWOT, c'est classique, avec les données hydrométriques, on fait le calage et la validation du modèle, puis les simulations de bilan hydrologique et tester des scénarios dans le but d'avoir une gestion optimale des ressources en eau et en sol dans les zones arides. L'adaptation du modèle SWOT a eu lieu à deux niveaux. Premièrement, l'intégration des systèmes GESUR en modifiant le code source du modèle, plus précisément en activant et modifiant les sous-programmes Potol.f, moyennant le compilateur visuel Fortran. Aussi, on a utilisé directement des structures hydrauliques. On a juste modifié quelques paramètres pour l'adapter. Par exemple, on a utilisé l'option réservoir. Réservoir, enfin, on appelle en français le grand barrage. Donc, pour représenter les ouvrages de recharge. Et on a utilisé l'option POND pour représenter les citernes, on appelle ici Fiskia et Mejen. Donc, je vous rappelle que le cheminement spatial de l'écoulement dans la version originale de SWOT, c'est qu'après une pluie, il y aura écoulement et ruissellement, et l'eau passe directement à l'oued. Il ne tient pas compte de ces partiels ou ces GESUR. La première version, qu'est-ce qu'on a fait? On a activé l'option irrigation. Donc, on laisse l'eau ruisseler. Lorsqu'il arrive à l'oued, l'option d'irrigation déclenche et fait revenir cette eau pour irriguer les partiels des GESUR. Cette opération est commandée par deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le flow fraction, c'est-à-dire la quantité maximale qu'on peut prendre d'eau qu'on peut prendre de l'oued, et le DivMax, c'est la quantité maximale d'eau qu'on peut stocker dans les GESUR. On a essayé aussi d'améliorer plus cette version pour avoir le SWOT Water Harvesting Tool. Donc, on se rapproche plus à la réalité. Donc,
Lorsqu'il y en a des ruissellements et il n'y a pas des gisures, l'eau passe directement à l'oued. Mais lorsqu'il y en a un gisre, ce gisre ne reçoit que les quantités d'eau générées dans son propre impluvium. L'excès passe directement à l'oued. Cette opération est commandée par deux paramètres. Le volume maximal qu'on peut stocker dans le gisre et la nature de la parcelle. Ou bien c'est un impluvium, ou bien c'est une zone réceptrice, c'est la zone de culture. Donc, on a, après l'adaptation du modèle, on a testé cette nouvelle version Water Harvesting 2, soit for Water Harvesting 2, sur le bassin versant de Ouedjir au sud-est de la Tunisie. Je passe directement au résultat. Comme vous voyez, c'est les composants du bilan hydrologique. Bon, on peut discuter beaucoup sur les composantes et on peut le comparer avec d'autres applications, mais le plus important, c'est qu'on a des données proches à la réalité et qui tiennent compte des techniques qui existent en réalité dans les terrains. Puis, on a essayé de présenter et tester des scénarios à partir, le premier scénario, c'est le scénario de l'état actuel, c'est un scénario de référence. Et puis, on a créé des scénarios qu'on appelle un scénario naturel, c'est un scénario imaginaire pour tester l'effet de l'intervention de l'homme et d'autres scénarios qu'on peut utiliser en réalité. Donc, comme résultat, on peut, c'est un échantillon seulement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, assez de temps. Donc, si on considère que le terrain est encore vierge sans l'intervention de l'homme, donc ce scénario imaginaire nous aide à bien évaluer l'effet de l'intervention de l'homme. Donc, on peut voir que l'écoulement à la sortie devient très important vu l'absence des obstacles, vu l'absence des ouvrages de collecte des eaux comme les gisures et l'état bien. Donc, comme conclusion, c'est que la nouvelle version de SWAT for Water Harvesting 2 a bien restitué l'effet des techniques de collecte des eaux dans les régions de Matmata. Aussi, par exemple, si on désactive l'effet des ouvrages de recharge et on laisse seulement les gisures, on va gagner du point de vue écoulement à la sortie du bassin. On rappelle ici qu'il y a un périmètre irrigué par les eaux d'épondage de Matmata Nouvelle. Donc, plus d'eau pour l'irrigation du périmètre irrigué de Matmata Nouvelle. Donc, comme résultat de l'adaptation de SWAT, on dispose maintenant de deux versions disponibles pour les utilisateurs, soit for water harvesting et soit for water harvesting 2, qui tient compte des gisures et des tabias. Aussi, sur le plan de développement, donc le résultat du scénario, il est fortement recommandé pour le bassin versant de Ouedjir, il est fortement recommandé d'arrêter l'investissement dans l'implantation des ouvrages de recharge en faveur d'un programme d'intensification des citernes ou fiscales, on appelle ici. Le deuxième exemple, c'est l'utilisation du SIG pour la gestion des eaux pluviales et réduction des risques d'inondation. C'est pour la protection de la ville de Merth contre les inondations. Donc, notre objectif, c'est la réduction du risque d'inondation pour la ville de Merth. Et plus spécifiquement, on a essayé de déterminer les causes et les effets des inondations de 11 et 12 novembre 2017. Aussi, proposer des scénarios pour la protection de la ville de Merth contre les inondations. Comme vous voyez, la méthodologie est très classique, elle est basée
principalement sur l'utilisation des SIG, des images satellites, et la modélisation hydrologique en utilisant le SWOT for Water Harvesting pour simuler des scénarios dans le but de la gestion optimale des eaux de Oued Segui pour la protection de la ville de Merth contre les crues et les inondations. Donc, un échantillon de résultats, c'est l'inventaire des dégâts d'inondation du 11 et 12 novembre 2017. On a, par exemple, ici, comme il est affiché dans la carte des dégâts au niveau des versants. Il y a la carte des dégâts au niveau des lits d'Oued. Mais comme vous voyez ici, il y a des zones où pratiquement tous les gisous sont endommagés. Par contre, d'autres, c'est plus ou moins endommagés. Donc, pour les causes d'inondation, c'est une pluie exceptionnelle. C'est une période de retour plus que 100 ans, donc centenaire. Et aussi, on a remarqué que l'entretien des digues n'existe pas, presque n'existe pas. Il y a abandon des systèmes. Aussi, la mauvaise dimensionnement ou trop de mauvais dimensionnement, mais dimensionnement des structures avec des périodes de retour très courtes de 10 ans maximum. Aussi, le grand problème, c'est l'emplacement des agglomérations par rapport au lit des Oued. Maintenant, Merth se trouve dans le lit de l'Oued, de Segui. Donc, on a proposé des scénarios d'aménagement. Le premier scénario, c'est on ajoute un quatrième dalo. Bon, vraiment, il y a des contraintes techniques, on ne peut pas ajouter plus. Comme vous voyez ici, les résultats sont améliorés, mais pour les pluies sentinelles, le risque est toujours là. Un deuxième scénario, on a proposé d'ajouter intensivement des ouvrages en gabion en amont dans la zone montagneuse pour maintenir toute l'eau en amont avec les sédiments. Les résultats sont améliorés un petit peu, mais toujours les risques existent. C'est pour cela qu'on a directement passé à un choix que je n'aime pas beaucoup, mais on n'a pas le choix. Le scénario, on propose d'éveiller à 100% les eaux de Oued Segui vers Oued Zegzo au niveau de la région de l'Azaïza. Et donc, avec ça, on a de bons résultats et même avec des pluies sentinelles. Donc, comme conclusion, pour protéger la ville de Merth contre les inondations, les décideurs sont appelés à opter le scénario d'aménagement numéro 3, qui est la déviation à 100% l'écoulement des Oued de Oued Segui vers Oued Zegzo au niveau de la région de l'Azaïza, avec l'augmentation de la largeur de Oued Segui en ajoutant un quatrième dalo. Donc, en conclusion générale, donc, les schémas d'aménagement et la gestion des eaux nécessitent de prendre en compte la diversité spatiale. Cette diversité on peut utiliser les outils d'aide à la décision, ce qui est les outils géospatials qui nous permettent de détecter et de représenter cette diversité spatiale, nous permettent aussi l'organisation, l'actualisation et l'analyse des données spatiales, nous permettent de traiter l'interaction entre les éléments des bassins versants, aussi est utile pour le paramétrage des modèles hydrologiques afin de modéliser les variabilités spatio-temporelles des ressources naturelles. Et merci pour votre attention. Merci, Monsieur Abdelli, pour cette présentation. Je suis en train de regarder les chats s'il y a des questions. On peut se permettre une petite question. On a pris du retard, mais la présentation était pertinente. Merci, Monsieur Abdelli. Y a-t-il des questions? Ben, s'il n'y a pas de questions, je vais remercier Abdelli. C'est vraiment très performant ce que vous venez de faire
Pardon? Il y a Madame quelqu'un? Zahra, j'ai une question. J'avais levé la main dans Ah, je n'ai pas vu. Désolée. C'est pas grave. Donc, Monsieur Abdelli, merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant. On voit un exemple concret d'utilisation des outils hydrologiques là, pour faire d'aide à la décision, pour faire des choix, faire des scénarisations avant d'entamer. Je vois par exemple que l'option de faire une déviation de la rivière vers une autre rivière, c'est celle qui est le plus. Ça peut être une solution, mais est-ce que pensez-vous continuer à faire des études, on appelle ça coût-bénéfice? C'est-à-dire, si on laisse inonder, quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui va toucher? Quelle est la valeur des dégâts versus le coût de faire un canal, faire déviation? Peut-être le fait de déménager tout ce monde-là, les indemniser, que construire ailleurs, sera beaucoup moins cher que de faire un canal de combien de kilomètres qui coûterait des millions de dinars. Probablement, c'est ça une étude à pousser jusqu'au bout, là, fait, ces analyses coût-bénéfice. Bon, malheureusement, je suis arrêté à ce stade-là et j'espère qu'on peut pousser au-delà de ces résultats. Pour l'analyse coût-bénéfice, je ne suis pas vraiment spécialiste ou basé pour faire ces études. J'ai fait seulement une étude hydrologique et si on applique ce scénario, on obtient les inondations à ce point-là. Moi aussi, en tant qu'hydraulicien, j'évite toujours la déviation des oueds. J'accepte pas ça, mais cette option, pourquoi? On n'a pas de solution. Si vous connaissez Mereth, le oued passe à l'intérieur de la ville. On ne peut pas même augmenter la largeur de l'oued. On ne peut pas ajouter des dallots. On ne peut rien faire. On peut rien faire. Est-ce qu'on ne peut pas délocaliser les gens? Non, non. C'est avec la mentalité des Tunisiens, avec tout mes respects, avec la mentalité, c'est pas facile. Le prix, par exemple, je ne sais pas combien ça, avez-vous le calcul, combien ça coûterait de creuser un canal? Le problème, non, non, le canal, je n'ai pas étudié le coût du canal, mais la distance n'est pas très longue, environ 600 mètres. Pas 600 mètres quand même. Quelque chose comme ça, oui. Okay, juste une très courte distance. En plus, la mentalité ici, même si on donne de l'argent pour les gens, pour changer ou délocaliser, non, ils n'acceptent pas. La mentalité ici, c'est autre chose. Vous êtes dans un autre monde ici. Même ici, c'est vraiment tout un problème, les politiciens, avec le problème de délocalisation, c'est des drames humains, les gens ils ont un attachement sentimental à leur maison, à leur milieu de vie, tout ça. Oui, il y a d'autres. Oui, et il y a d'autres paramètres qui entrent. C'est pas facile de traiter. C'est pour cela que je me contentais seulement de la partie hydrologique ou hydrique et point à la ligne. Je laisse ça pour les politiciens, malheureusement. Normalement, pour des spécialistes comme notre professeur Zohra, comme vous, qui décident. Mais c'est pas ça. Ici, en Tunisie, ce n'est pas ça. Les politiciens qui décident. Malheureusement. Merci.